Vous écoutez un balado Innovaction. Bon matin à toutes et à tous. Bienvenue à Innovation Plus, un événement d'innovation. Je m'appelle Cathy Malache, je dirige le pôle d'innovation et d'intelligence artificielle au CHUM. Qu'est-ce qu'Innovation Plus? Innovation Plus est un rendez-vous matinal, virtuel et mensuel où j'irai à la rencontre de grands leaders et experts dans le domaine de l'innovation en santé. Des thématiques inspirées de notre livre Innovation en santé, mais également de plein de produits de connaissances. Je poserai à mes très chers et distingués invités aujourd'hui, Vincent Dumez et Manaf Benchentouf, des questions de tête, mais également des questions de cœur. À leur première question, je les présenterai. À la fin de l'événement, un résumé graphique par notre artiste Natalia Tourbina, ainsi qu'un podcast et le vidéo seront disponibles sur notre site Innovation du CHUM. Alors, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Je vais les prendre dans la période de questions. Donc, sans plus tarder, commençons avec nos grands leaders et experts. J'aimerais introduire Vincent Dumez. Bonjour Vincent, bon matin. Bonjour Cathy, bon matin à toi. Alors Vincent, vous êtes un patient partenaire et vous souffrez de 3 maladies chroniques. Et moi, je crois que ça vous a rendu la personne combative, persévérante et résiliente que vous êtes aujourd'hui. Vous avez une maîtrise en sciences de la gestion à HEC Montréal et vous avez co-lancé une firme conseil qui conseille des grandes entreprises autour de leur transformation et de leur stratégie. Vous avez développé et co-créé en 2010 la direction du programme Patient Partenaire de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Vous êtes également co-responsable de la stratégie de recherche en partenariat avec les patients de l'unité de soutien à la recherche axée sur le patient. Bref, partir des besoins des patients et des familles et même orienter les stratégies autour de besoins, ça vous tient à cœur et vous savez comment le faire. La première question pour vous, Vincent. Pourquoi est-ce important de bien définir les besoins des patients et de leurs proches lorsqu'on conçoit et on développe des innovations? Alors d'abord, c'est essentiel parce que historiquement, si je commence de façon un tout petit peu sarcastique, historiquement, le monde de la santé n'a pas forcément, c'est pas forcément défini avec les besoins de ses patients. Il s'est plutôt défini par lui-même, enfin par les nombreuses expertises qui le constituent. Donc, il est plus que temps, surtout quand on parle d'innovation aujourd'hui, de véritablement s'assurer qu'on est aligné sur les besoins et en plus ces besoins évoluent rapidement et beaucoup. On est une population quand même avec des besoins de santé, on le voit actuellement, qui sont importants, mais qui sont très changeants. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est que ces besoins sont pas uniquement des besoins. Ces besoins, c'est surtout en fait des savoirs. Puis dans le contexte de l'innovation, c'est important. Donc c'est des savoirs cliniques, c'est des savoirs de navigation dans un système de santé, c'est des savoirs expérientiels multiples de la vie avec la maladie, c'est même des savoirs d'auto-évaluation. Donc les patients sont détenteurs et leurs familles sont détenteurs de beaucoup de savoirs qui, bien entendu, vont permettre la réflexion, l'évolution du système de santé. Tout à fait. Merci, Vincent. Manaf, bon matin Manaf. Bonjour. Je vais vous présenter. Donc, Manaf, votre première formation est une formation doctorale en sciences biomédicales, suivie d'un MBA à HEC Montréal, mais également de certification en management à l'international. Vous êtes un expert également dans les modèles d'affaires et les modèles de mission de notre cher collègue Pigneur de l'Europe. L'entrepreneuriat, le reprenariat auprès de populations moins bien desservies comme la population immigrante vous tient à cœur. Aujourd'hui, vous êtes directeur exécutif de l'accompagnement entrepreneurial au sein du pôle entrepreneuriat, reprenariat et famille en affaires à HEC Montréal. Vous avez mis en place et vous dirigez à ce titre l'accélérateur Banque nationale HEC Montréal ainsi que l'incubateur Entreprise. Bref, accompagner des entrepreneurs qui partent de besoins et de problématiques et qui génèrent des innovations et qui les commercialisent au niveau international. Vous faites ça encore et c'est une de vos grandes forces. Voici votre première question de tête. Pourquoi est-ce important de bien définir les besoins des utilisateurs, de l'idéation jusqu'à la valorisation? Et pouvez-vous nous partager une histoire à succès d'une entreprise qui a excellé dans cette analyse de besoins et qui a eu un impact social et économique important? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, pour répondre à la question, effectivement, il est très important de définir les besoins des utilisateurs. Et il y a plusieurs raisons.
D'abord, aujourd'hui, il est très très bien établi que le manque de connaissance ou la connaissance partielle des besoins des clients est la principale cause d'échec de projets, je dirais, d'entreprise ou en entreprise ou en organisation. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison se situe un peu dans un contexte. Et ce contexte, c'est le continuum de création de valeur. Alors, c'est quoi ce continuum? C'est l'ensemble des étapes qui commencent par l'idéation et la conception d'une solution et qui se prolonge par les processus de prototypage, de validation, d'analyse technico-commerciale jusqu'à la mise en marché d'un produit ou service. Alors, il devient très important, et aujourd'hui c'est très bien connu, il est très important de définir le besoin, mais primordial aussi de le valider. En d'autres termes, s'assurer qu'il répond vraiment à un besoin, et un besoin qui peut être à la rigueur mesuré, quantifié. Et c'est ce qu'on appelle l'adéquation produit-marché, qui découle d'un besoin ciblé d'une certaine façon, et qui se mesure avec deux approches. Soit on s'oriente vers les clients ou les utilisateurs insatisfaits ou qui recherchent une amélioration d'un certain nombre de services, ou alors ceux qui sont comme à la recherche d'une solution indispensable qui n'existe pas. Donc, c'est très important de relier le besoin à la validation et ça vient relier un peu aussi le besoin au concept de risque à mitiger ou à adresser très tôt, pour développer des solutions qui sont pertinentes pour le marché, pour le système de façon générale. Dans ce cadre-là, j'aurais plusieurs exemples d'entreprises, mais je vais me limiter à une plus particulièrement. J'ai pensé à une entreprise qui s'appelle Erudi, qui a été fondée par deux jeunes entrepreneurs, Pape et Amanda. Et c'est une entreprise justement qui combine l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Alors, son impact, elle le définit comment? C'est en replaçant l'humain au cœur des organisations. Alors, c'est une entreprise qui a pu lever de nombreux des fonds importants, des marchés au Québec, au Canada et en Europe, mais sa solution la plus populaire, c'est un avatar qui répond aux questions des gestionnaires par rapport aux normes et règles en vigueur, l'état du marché des recrutements, par exemple, allant même jusqu'à suggérer des stratégies de rétention. Alors, ça ne remplace pas l'humain. En fait, c'est un outil d'aide à la décision pour les gestionnaires et les responsables en ressources humaines pour alléger les tâches qui sont relatives aux questions techniques, justement pour passer plus de temps sur les questions humaines. Donc, eux, ils ont mis vraiment l'impact à travers l'humain au centre de leur mission et c'est même un différenciateur aujourd'hui sur tout le marché, je dirais, québécois, canadien, même à l'international. Merci Manaf. On parle de clients, on parle aussi des patients, c'est des bénéficiaires, hein? C'est également des clients qui reçoivent des soins et services de nos institutions. Vincent, comment réellement intégrer les patients partenaires dans la co-conception d'innovation et comment le faire sans les instrumentaliser? Vous êtes bien placé parce que vous êtes quand même co-directeur du Centre d'excellence en partenariat avec le patient et le public. Donc, comment vous pensez qu'on peut réellement les intégrer dans une co-construction d'innovation? Déjà, une petite chose importante dans le contexte de la santé, c'est que les patients sont des bénéficiaires, mais la particularité, c'est que c'est des acteurs de soins aussi. C'est-à-dire qu'ils font partie de la chaîne de production. Donc, pour que le processus soit efficace, il faut qu'ils contribuent, soit chez eux, soit même directement quand ils sont hospitalisés ou ailleurs. Donc, c'est ça la particularité du monde de la santé. Et bien entendu, pour les engager dans des dispositifs, on va dire, d'innovation ou de recherche, c'est une science. Alors, pendant longtemps, on a cru qu'on pouvait faire ça sur le coin d'une table et qu'on avait un patient sympathique, on allait l'inviter à bord, puis tout allait bien se passer. Erreur grave, il y a eu beaucoup d'échecs finalement au bout de ligne. Donc, c'est une véritable science d'engager des citoyens, des patients, des familles à l'intérieur de processus. Donc, d'abord, il faut les engager dès le départ. Ça, c'est essentiel. Si on les engage pas dès le départ, c'est quasiment automatiquement une instrumentalisation puisque déjà on leur impose des objectifs en amont. Ensuite de ça, il faut qu'ils soient capables d'être intégrés dans la production de l'innovation, mais aussi, je dirais, au niveau de sa gouvernance, c'est-à-dire au niveau de la prise de décision. S'ils ne sont impliqués qu'au niveau productif de la production en elle-même, bien entendu, et pas de la prise de décision,
l'histoire nous a montré, et ça a été assez clairement aussi expliqué, qu'il y a des dérives et que la voie disparaît à fur et à mesure que la solution est définie. Et bien entendu, il faut que ce soit une application régulière avec un processus de recrutement extrêmement sérieux. Donc c'est une science qu'on connaît bien aujourd'hui. On est ici, on est des leaders actuellement, notamment ici au CHUM et à la faculté de médecine, du cadre d'évaluation de l'engagement des patients en recherche au niveau national canadien. Alors on commence à bien comprendre comment ça fonctionne. J'ai une petite sous-question. Oui. On a parlé de l'importance de les intégrer dès la conception, Oui. dans la production. Qu'en est-il de la mesure de la valeur? Comment les impliquer quand on est rendu soit dans l'expérimentation pour confirmer des hypothèses de valeur de bénéfice ou dans la mesure à plus large échelle? Déjà, dans la définition de la valeur. Parce que si vous mettez uniquement si vous mettez pas des patients dans la définition même de la valeur, la notion de valeur va être réduite. Hein. Le patient va amener des dimensions rapidement qui va toucher aux impacts sur sa propre vie, sur sa trajectoire au complet. Donc ça va vous sortir d'une perspective de la valeur hospitalo-centrée ou réductive. Alors déjà juste là-dessus, puis ensuite bien entendu à partir du moment où la notion de valeur est élargie et qu'on a des indicateurs qui correspondent davantage à leur propre trajectoire ou à leur résultat, les impacts sur leur propre vie, bien entendu, ils deviennent des acteurs importants de cette mesure, puisque c'est les seuls à pouvoir fondamentalement l'évaluer. Oui, merci. Merci, Vincent. Dernière question de tête pour vous, Manaf. Vous enseignez des méthodes et des techniques pour assurer de bien documenter les besoins des utilisateurs, de différents segments de clientèle, autour d'une innovation. Est-ce une tâche simple? Puis quels sont les pièges à éviter? Alors, merci, c'est une très, très bonne question. Alors, ce n'est pas une tâche qui est simple, mais elle peut être facilitée. Hein. Elle peut être facilitée en maîtrisant quelques concepts ou principes de base. Et les principes de base sont les suivants. C'est une technique, c'est une approche en quelque sorte. C'est définir le segment. Alors, on parle de segment client, on peut parler de segment bénéficiaire. Lorsqu'on opère dans un système notamment dans le système de santé, et qu'on est un innovateur, par exemple, on veut soutenir ce système-là, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Donc, il y a le système de santé, l'hôpital, il y a les intervenants au sein de l'hôpital, il y a les bénéficiaires qui sont les patients. Donc, en d'autres termes, on commence par définir le segment, mais on doit définir aussi très rapidement les tâches que font ces segments-là, les irritants qu'ils ont en faisant ces tâches et les bénéfices recherchés. Les bénéfices recherchés en faisant les tâches, pas d'une solution en particulier, mais vraiment des tâches qu'ils exécutent. Ce n'est ensuite et seulement après cela qu'il est recommandé de travailler sur la proposition de valeur, puis je rebondis sur la question précédente, et définir les 3 niveaux de valeur. Alors, il y en a 3. Il y a la valeur qui découle de fonctionnalité de la solution qui est offerte ou du service qui est offert. Mais il y a aussi la valeur ajoutée. C'est ce qui est plutôt de nature émotionnelle ou sociale, ce qui est davantage offert aux patients ou aux clients ou aux bénéficiaires pour finalement lui procurer une expérience, par exemple, une meilleure expérience dans le processus. Et finalement, il y a la valeur acquise qui est la valeur spécifique à chaque bénéficiaire. Alors, plutôt, je parlais de l'adéquation un peu produit-marché ou produit-système, mais il y a un autre niveau d'adéquation un peu plus micro qui est l'adéquation problème-solution. Alors, cette adéquation problème-solution, je la simplifierai comme ça, bien qu'elle ne soit pas aussi simple, c'est aller très tôt et à un niveau très microscopique dans une problématique et amener une solution, mais vraiment une seule qui répond à cette problématique. Alors, les pièges à éviter, je vais y aller très brièvement. Je pense, je vais parler de 3 principalement. Le premier, c'est tomber en amour de la solution plutôt que de s'attarder sur le problème à adresser. Le deuxième piège à éviter et qui arrive bien souvent, c'est avoir tendance à perfectionner un produit ou un service avant d'avoir validé sa pertinence au niveau du système ou du marché cible. Et finalement, je dirais un dernier piège, c'est éviter le syndrome du couteau suisse, c'est-à-dire souhaiter une solution qui répond à plusieurs problématiques en même temps. Il faut y aller vraiment de façon, je dirais, microscopique, parfois même nanoscopique, pour adresser petites problématiques en amenant une petite solution. Voilà. Bon, très chers participants, auditoire que vous nous écoutez, que vous soyez patients, partenaires, entrepreneurs, cliniciens, gestionnaires, chercheurs, étudiants,
Je pense qu'on a été inspiré par les réponses de tête. Maintenant, passons aux questions de cœur. Alors, Vincent, comme co-directeur, partagez-nous un moment où la présence de patients et l'expression de leurs besoins ont fait une différence dans une démarche d'amélioration ou d'innovation que vous avez expérimentée ou dans laquelle vous avez été impliqué. Alors, c'était il y a quelques années, et c'est une expérience qu'on a répétée à plusieurs reprises dans un établissement de santé ici au Québec. On avait mis 8 groupes interdisciplinaires, 8 équipes interdisciplinaires à travailler sur une solution, à identifier une solution d'une problématique qu'ils avaient beaucoup de difficultés à résoudre depuis très longtemps. Et on avait 4 de ces groupes qui étaient sans patients, interdisciplinaires sans patients, puis 4 de ces groupes qui étaient avec des patients. Et donc à la fin, on a évalué les résultats. Et alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Alors déjà, les 4 groupes sans patients, au bout de 2 heures de travail, n'avaient pas réellement bouclé de solution. Et ce qui sortait était en fait un agrégat de perspectives, hein, assez difficile à implanter. Les 4 groupes avec des patients ont sorti on avait fini à peu près au bout d'1 heure et demie, avec des solutions extrêmement précises. Disons des solutions pas compliquées à implanter, mais à forte retombée, forte valeur ajoutée, avec une structuration de déploiement très orientée justement sur des priorités, attachées à la trajectoire patient. Et donc les patients à l'intérieur de ces groupes avaient non seulement aidé à la génération des idées et des innovations, mais en plus avaient aidé à la structuration de l'implantation et à l'efficacité même du processus. Et ce jour-là, on a compris que finalement, un des leviers dans un monde interdisciplinaire, le monde de la santé, on a beaucoup vendu l'interdisciplinarité dans les 20 dernières années, et heureusement aujourd'hui on travaille davantage dans l'interdisciplinarité, mais que pour arriver à innover en interdisciplinarité, il nous faut le principal acteur au cœur des dispositifs d'innovation, c'est-à-dire le sujet en lui-même, le patient, sa famille. Et à partir de ce moment-là, encore une fois, on arrive avec des solutions simples, à fort impact, et relativement facile à déployer, versus des fois des solutions beaucoup plus compliquées qui sont, elles, beaucoup plus difficiles à mettre en place. Alors ça a été très, très marquant. Puis après, on a vu ça, ça s'est répété à travers nos expériences des dernières années. Puis une autre sous-question, vous avez parlé d'interdisciplinarité. Dans ces cas-là, est-ce qu'il y avait une intersectorialité? Alors, au-delà des disciplines, des différents secteurs d'activité. À cette époque-là, non. Mais par contre, aujourd'hui, dans mes fonctions, je co-dirige aussi le réseau québécois de Covid-pandémie, du FRQS, et donc qui est un réseau intersectoriel. Et là, bien entendu, aujourd'hui, on est dans l'intersectorialité. Des pandémies comme celle-là sont complètement intersectorielles. Ça touche à tout, donc ça nous oblige à rentrer dans ces dimensions-là. Notre scientifique en chef, Rémi Quirion, est aussi un des porte-drapeaux de l'intersectorialité au Québec. Donc on multiplie aussi les expériences intersectorielles actuellement, où effectivement on élargit le groupe des partenaires interdisciplinaires à l'industrie, au monde économique, etc. Donc au monde scolaire, de l'enseignement aussi actuellement. Alors oui, on rentre dans cette ère-là qui amène de la complexité, mais qui amène une génération d'innovation absolument phénoménale. Aussi. Par contre, les méthodologies sont extrêmement importantes. Tout à fait, tout à fait. Manaf, la question de cœur pour vous, la première. Pourquoi est-ce important pour vous l'entrepreneuriat auprès de populations immigrantes qui sont parfois moins bien desservies, vous qui êtes arrivé au Québec à l'âge de 20 ans? Alors, je vous dirais que c'est une population qui a un accès très limité aux ressources financières, notamment en fait financières, pas seulement les ressources financières, les ressources d'accompagnement ou en appui à un projet entrepreneurial. Bien souvent, avant d'obtenir, la réalité, c'est avant d'obtenir la résidence permanente. Et là aussi, très souvent, une connaissance très limitée de l'écosystème de financement et de soutien à l'entrepreneuriat, même après l'obtention de la résidence permanente, que ce soit pour le démarrage, la croissance d'entreprise, et même dans certains cas, il y a beaucoup d'opportunités de reprise d'entreprise, ils n'ont pas ces connaissances-là. Et ça se traduit ou c'est causé par quoi? C'est que dans la plupart des cas, les nouveaux arrivants au Canada, le réseau n'y est pas développé. Alors, lorsqu'on prend les écosystèmes mondiaux les plus performants, les entreprises qui ont la plus grande croissance, ou la plupart, je dirais des licornes, dont ils ont une valorisation de plus d'1 milliard de dollars, ont au moins un fondateur issu de la diversité. Et aujourd'hui, il est très, très bien établi que la diversité est source d'innovation aussi. Donc, pour nous, il a été
très naturel, que ce soit par les valeurs véhiculées par le pôle entrepreneuriat HEC Montréal et par le HEC Montréal, de démarrer un programme d'accompagnement comme entreprise, un incubateur qui a pour mission justement de faire l'inclusion par l'entrepreneuriat et par l'appui de la diversité. Un programme qui a été appuyé par notamment le ministère de l'économie et de l'innovation et de la fondation Mirella Lino Saputo, pour qui les valeurs d'inclusion, le développement de compétences et le réseau sont très importantes. Alors, en plus de l'accompagnement, ce programme-là a permis de mettre en place un programme de financement sous forme de prêt d'honneur à ces entrepreneurs. Et je parle d'entrepreneurs, mais c'est aussi des entrepreneureux. Donc, c'est des hommes, des femmes, on est inclusif à tous les égards, pour les aider à démarrer un projet d'entreprise. Aujourd'hui, le programme a accompagné en 5 ans plus de 100 entrepreneurs, donc plus d'une centaine de projets, dans une vingtaine de secteurs d'activité. Donc, on parlait d'intersectorialité. Et ce qui est aussi intéressant, c'est en provenant de 20 pays différents. Donc, on a comme 20 approches différentes à chaque occasion. Et juste pour finir, je mentionnerai que la semaine dernière, nous avons lancé la passerelle numérique d'impact et d'inclusion, une initiative qui rassemble autour des programmes d'entrepreneuriat d'HEC Montréal les joueurs clés du numérique. Un objectif, c'est mieux servir une clientèle ou des groupes de bénéficiaires de la diversité, incluant les migrants et les femmes dans toutes les régions du Québec, parce que l'objectif, c'est aussi d'élargir cet impact-là, nous-mêmes étant nos programmes, et nous-mêmes sommes des vecteurs aussi d'impact dans toute cette chaîne de valeur. Manaf, je vais vous partager une tranche de ma vie également, une partie de moi. Donc, moi aussi, je suis une fille de parents immigrants du Liban. Dans les années 70, mes parents... 75, mon père a fui la guerre, première guerre israélo-libanaise, puis ma mère, 80, la guerre civile. Puis j'ai vu la force de donner des opportunités à des immigrants, des opportunités entrepreneuriales pour qu'ils s'intègrent dans la société, pour qu'ils soient épanouis dans la société. Puis ils innovent. Hein. Partir une entreprise, c'est quand même prendre un besoin puis développer une solution qui répond à ces besoins-là. Vous avez parlé d'inclusion, Manaf, et de diversité. Pouvez-vous me dire pourquoi l'inclusion et la diversité nous permettent de bien comprendre les besoins de cette diversité-là, puis de générer des innovations intrapreneuriales ou entrepreneuriales qui créent de la valeur pour la société? En fait, je dirais que de façon très générale, la diversité, vous savez, la diversité, qu'elle soit portée sur le migrant, sur les femmes ou même sur les régions, est fondamentale pour développer un écosystème inclusif qui est d'abord interconnecté, qui est porté par des valeurs ouvertes sur l'innovation. Comme je le disais un peu plus tôt, toutes les personnes, hein, que ce soit les néo-québécois et québécois, quand on les met ensemble, on crée d'une certaine façon un laboratoire qui souvent va générer de nouvelles idées, mais ce n'est pas que des idées ou des solutions par rapport à des produits qu'il va générer. Et c'est là que et toute la force de cette inclusion, c'est ça va amener des niveaux d'innovation qui vont par exemple être sur des modèles économiques, sur des processus, des façons de faire. Donc des façons de faire qui sont peut-être juste pas encore en place dans des systèmes, dans les systèmes actuels. Donc ça amène ce levier d'innovation économique qui se rajoute au levier d'innovation technologique. Et finalement, ça amène un dernier levier que je dirais, c'est l'innovation d'impact, c'est-à-dire une inclusion de nouveaux arrivants, mais également la capacité de créer de la valeur, de créer des emplois, de créer des entreprises, donc une économie assez forte. Je vais la lancer à Vincent. Quel a été un moment difficile pour vous, peu importe le rôle que vous avez assumé dans votre carrière, qui s'est converti en un moment d'apprentissage significatif? En fait, je vais donner un exemple de ma vie personnelle comme patient.
En 2005, j'étais extrêmement malade. J'ai eu une problématique reliée au VIH et qui m'a obligé à rester 5 mois à l'hôpital. Et quand je suis sorti, je pesais un peu plus de 60 kilos là, donc ça, c'était pas beaucoup. Et ce qui a été incroyable, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec mon médecin à l'époque, le docteur Saint-Louis, dans une collaboration assez étroite pour trouver. On n'arrivait pas à trouver ce que j'avais. Ça a duré pendant des semaines. Et puis moi, j'étais en contact avec les groupes communautaires SIDA qui eux cumulaient aussi l'expérience des patients en dehors des connaissances scientifiques. Et donc il y avait comme une espèce de trio qui s'était organisé, moi, les groupes communautaires, le médecin, puis l'équipe autour. Et puis à un moment, par le biais des groupes communautaires, il y a eu une hypothèse qui a été soulevée. Et je me rappelle, c'était un vendredi. Et là, on voit le processus de co-création ensemble. J'ai proposé ça au médecin comme solution, et il m'a écouté, c'est important. Donc la valorisation des savoirs communautaires, mais aussi du fait que moi j'avais interprété ces savoirs-là comme étant valides, bien qu'ils n'étaient pas appuyés par l'évidence à l'époque aussi clairement, parce que c'est ça aussi, aujourd'hui la santé est beaucoup dans un monde d'expérimentation. Il est parti la fin de semaine, il a été faire ses devoirs. Il est revenu le lundi matin en me disant je pense que ça peut être ça, donc on va mettre en place le processus, puis on va le monitorer ensemble, puis on va regarder ce que ça donne. Et finalement c'était la solution. Et ça a été pour moi un moment où j'étais vraiment c'est le seul moment de ma vie, et pourtant on m'a souvent dit que j'allais mourir, mais c'est le seul moment de ma vie où j'y ai cru. Et malgré d'être dans une situation comme ça très difficile, où j'étais extrêmement vulnérable, ma capacité de mobiliser des partenariats était encore là, ma capacité de trouver des solutions était encore là, et accompagné par toute une équipe qui faisait le lien entre la société civile, moi dans mon lit d'hôpital, et le médecin avec un comité scientifique. Donc encore une fois, on voit bien que cette innovation collective, elle est vraie à des niveaux très micro, comme elle va être vraie à des niveaux méso et macro. Et dans le contexte de ce thème, il me semblait que c'était un des exemples les plus pertinents que je pouvais vous donner. Merci Vincent. Manaf, la même question. Un moment difficile qui s'est converti en moment d'apprentissage significatif dans votre carrière? Écoutez, je pense que quand on arrive, qu'on change de pays, qu'on change de culture, qu'on change d'environnement, il y a beaucoup d'apprentissage. Je vais donner un moment particulier qui est, je pense, est assez représentatif. Vous savez, quand je suis arrivé au Québec, j'avais un statut d'étudiant. Mon objectif était de rejoindre une équipe de recherche reconnue mondialement. J'ai choisi le Québec à distance il y a 20 ans maintenant, plus de 20 ans, pour la qualité de sa science. C'était pour cette principale raison. Donc, c'était dans le secteur de la médecine régénératrice. Mais en tant qu'étudiant international à ce moment-là, on n'a pas accès à la plupart des concours au niveau du Québec et du Canada, d'accord? J'aurais pu laisser tomber, mais j'ai maintenu la cadence. Bien sûr, j'ai eu l'appui, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis resté par la suite au Québec. C'est pour justement cet esprit d'inclusion. Donc, j'ai eu l'appui d'un directeur de recherche qui était passionné, qui m'a accompagné. Et c'est là que c'est important. Puis je relis à ce que je disais un peu plus tôt, qui m'a aussi ouvert un réseau. Puis quand j'étais étudiant, c'était un réseau en recherche. Il m'a permis d'avancer. J'ai été co-auteur de plus de 25 articles scientifiques dans à peu près 5 ans. Bien sûr, après l'obtention de la résidence permanente, que j'ai dû accélérer notamment, cette productivité a été reconnue. Mais mes principaux apprentissages à travers ce parcours-là, je les résumerai en 3 mots. Persévérance, résilience et adaptabilité. Pourquoi l'adaptabilité? Parce que celle-là est facilitée justement par l'environnement où je me trouvais. Parce que j'étais privilégié de rejoindre à cette époque-ci un laboratoire de recherche, non seulement justement reconnu mondialement par la qualité de la science, mais aussi pour être très inclusif et diversifié. Donc en fait, ce que je suis en train de dire pour résumer, c'est que c'est le résultat de plusieurs décisions qui ont été prises, mais axées sur la volonté de toujours se dépasser. Je pense que ça rejoint beaucoup de néo-québécois ou néo-canadiens qui rejoignent le pays. Merci Manaf et Vincent. Passons à la période de questions. Alors, chers participants en virtuel, posez vos questions, mais avant de prendre les questions du public, j'aimerais introduire une signature à notre Innovation Plus. C'est la question relais. À chaque rencontre, je vais demander à nos invités de poser une question aux prochains invités conférenciers.
Alors, Dr Brunet a une bonne question pour vous, Vincent et Manaf, qui est la suivante. On sait que la demande et les besoins de la population évoluent sans cesse. Comment amener notre système de santé ou nos systèmes de santé avec les organisations à évoluer en offrant une offre de service en adéquation avec les besoins et les problèmes, la demande de la population? Vincent, voulez-vous briser la glace pour cette question-là? Bon. 500 000 patients passent au CHUM chaque année. 500 000 patients différents. Donc, déjà, c'est une représentation assez significative de la population québécoise. Donc, je pense que déjà, avoir des mécanismes de multiplier les dialogues avec les personnes qui viennent sur ce magnifique site, il y a déjà des choses comme ça. On voit le centre de recherche du CHUM qui organise des activités comme Humaniscience, par exemple, qui sont vraiment des dialogues avec les citoyens. Le CHUM le fait aussi. Donc, bref, il y a déjà ça, mais les démultiplier. Il faut que les frontières soient de plus en plus poreuses, parce que les gens qui viennent ici, encore une fois, ne sont pas seulement des patients qui ont des besoins, ce sont des acteurs de soins avec des savoirs. Donc, il faut entretenir les dialogues autour des échanges de savoirs. Ensuite, on est vraiment dans l'ère du rapprochement avec les communautés. J'espère qu'après cette pandémie de la Covid, alors qu'on a fait des éloges des organismes communautaires qui se sont mobilisés dans les quartiers les plus délicats à Montréal et à l'échelle du Québec, qu'on va pas à nouveau les abandonner comme on a fait lors de dernières épidémies, et qu'on va aussi créer des dialogues avec ces communautés qui sont des porte-parole des personnes les plus vulnérables, qui sont des observateurs uniques de la façon dont nos populations évoluent. Donc le lien avec les communautés, les partenariats avec les communautés, comme le CHUM le fait, comme l'Université de Montréal l'a mis aussi, et la faculté de médecine à son agenda, et multiplier ces stratégies d'engagement sont aussi essentielles. Et pour finir, bien entendu, les fameux patients partenaires. Il y en a beaucoup maintenant dans chacun des établissements du Québec. On en a ici beaucoup au CHUM. Il faut absolument, encore une fois, leur donner les plateformes suffisantes pour qu'ils puissent influencer, imprégner la pensée managériale de grands établissements comme cela. Comme ça se fait déjà, le CHUM a été un des précurseurs en la matière pour vraiment que la pensée de la population, sa vision du soin soit intégrée dans les grandes orientations des établissements de santé. Manaf, voulez-vous peut-être ajouter un élément de réponse à ce que Vincent vient de dire? Oui, ça rejoint pas mal un peu ce que je voulais, ce que je peux dire. Ce que je dirais autrement, c'est maintenir les patients, bien sûr, et leur famille au cœur du système, et amener les intervenants à interagir dans une approche collaborative, je dirais, d'apprentissage ou d'amélioration continue. En fait, c'est amener les patients, les intervenants à agir, puis j'ai beaucoup aimé la terminologie utilisée par Vincent, au sein d'une même communauté. Et donc, ça rejoint l'idée d'inclusion que j'ai apportée plutôt dans mon échange. Et le deuxième, je pense, la deuxième approche serait peut-être de simplifier le processus d'accès aux soins et des suivis dans cette communauté. Donc, ça se ferait comment? Je pense qu'on est dans l'ère du numérique, donc il faudrait renforcer l'infrastructure numérique et augmenter la disponibilité et l'utilisation de certaines options, peut-être de soins virtuels, ou tout simplement pour mieux guider le patient dans le système. Et je dirais finalement, bien sûr, on est dans une ère de données. Alors, il faut mobiliser les données. Je pense qu'il y a des secteurs privés qui le font bien, mais les mobiliser de façon éthique, responsable, transparente, pour encore une fois optimiser l'expérience client. Et ça se fait justement par une approche collaborative, une approche où on se sent faire partie d'une communauté. Voilà. Donc, voici une première question. Donc, j'invite encore une fois le public à poser les questions en ligne que j'adresserai à nos invités. Alors, je pose la question, puis après, je vous inviterai qui veut répondre en premier. Comment réussit-on à convaincre des cliniciens et employés ou des entrepreneurs à prendre un pas de recul sur leurs solutions pour bien déterminer les besoins et les problèmes à la source? Manaf, peut-être voulez-vous vous lancer, puis après, je céderai la parole à Vincent. Oui, certainement. Je pense que ça commence toujours par la connaissance de notre interlocuteur. Alors, bien sûr, il a été question de plusieurs types d'interlocuteurs. On a parlé du clinicien, de l'intervenant, de l'entrepreneur. Je pense que chacun a des rôles, chacun a un rôle différent dans le système et dans la solution qui va être apportée au système. Donc, il faudrait développer des canaux
et deux types. Des canaux où on partage de l'information et je pense des canaux aussi de communication. Il faut connecter avec ces personnes. Bien souvent, et c'est souvent le déclencheur d'une innovation, on se penche sur une observation, mais vous le savez, hein, même dans les approches bien scientifiques, il n'y a pas d'évidence dans les bureaux. Les évidences se trouvent auprès de la clientèle, auprès des bénéficiaires, auprès des usagers utilisateurs. Et donc, il faut aller très rapidement auprès de cette communauté et les questionner et créer des liens forts pour avoir des réponses et, excusez-moi l'anglicisme, des feedbacks rapides. Parce que pour avancer vite, il faut réduire ces cycles de validation, ces cycles d'innovation. Et ça se fait, encore une fois, avec le principal interlocuteur, qui peut être un client, un patient, une famille ou un intervenant. Vincent? Pour tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Manaf, je pense que l'autre chose aussi, c'est qu'il faut le partenariat avec les patients et les familles et le public. Quand les cliniciens y goûtent, ils ne reviennent pas en arrière. La difficulté, c'est d'essayer et de comprendre qu'est-ce qu'il y a pour eux. Et il y a beaucoup pour eux, parce qu'on sait aujourd'hui que les dispositifs, les innovations qui ont été générées par des rapports de partenariat avec les patients et les familles ont généralement amélioré la qualité, la vie des patients et des familles, mais aussi la vie des professionnels dans la grande majorité des cas. Alors, encore une fois, c'est d'arriver à tenter le coup, à se dire effectivement, il y a une valeur aussi pour moi en tant que clinicien, il y a quelque chose que je dois aller chercher là-dessus, et après l'essayer. La grande majorité des dispositifs qu'on a mis en place, à partir du moment où ça a été bien fait et que les gens ont goûté à la saveur, ils ne sont jamais revenus en arrière. Jamais. Ils ont pris goût. Ils y ont pris goût. Autre question. Les méthodologies sont importantes. Partagez-nous un exemple de méthodologie pour bien documenter les besoins, que ce soit auprès des patients ou des entrepreneurs. Vincent, peut-être, tantôt vous parliez de méthodologie. Ouais, la méthodologie, alors je vais prendre un exemple très, très clinique, les plans d'intervention interdisciplinaires ou les fameux PI. Ouais. Donc à partir du moment où le PI, par exemple, devient un objet commun, un commun aux patients et aux professionnels, pas juste un outil pour les professionnels, mais méthodologiquement aussi un outil pour le patient pour décrire son projet de vie, décrire ses besoins, décrire ses volontés, etc. Puis que le dialogue aussi entre professionnels de la santé et les patients sont transcrits dans ce pays à travers un plan d'action co-construit. Oui. Bah là, on a une méthodologie extrêmement puissante pour innover constamment dans les soins, dans patient par patient, famille par famille. La démonstration, elle a été faite depuis longtemps que c'est vraiment méthodologiquement, on a besoin d'avoir ce type de mécanisme central qui nous permet d'agréger nos savoirs et de trouver des solutions co-construites ensemble qui vont être à la fois, qui vont suivre les meilleures pratiques scientifiques, mais qui vont être aussi adaptées à des contextes spécifiques. C'est bien ça l'innovation, justement. Exactement. C'est la rencontre entre l'universalité et la spécificité. Manaf, peut-être de votre côté, pour les entrepreneurs, des méthodologies concrètes? Oui, en fait, je continuerai sur l'idée de Vincent, je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors, il y a des mécanismes et des outils. Donc, les mécanismes, c'est effectivement de se rapprocher le plus du client ou du bénéficiaire. En termes de méthodologie, on définit le besoin, comme je le disais un peu plus tôt, par les tâches que va faire ce bénéficiaire ou ce client, les irritants et les bénéfices qu'il recherche. Alors, la méthodologie existe et elle est utilisée autant par des entrepreneurs, donc dans le secteur privé, mais c'est la même méthodologie qui est aussi utilisée par plusieurs agences, groupes, systèmes, organisations publiques également. C'est la méthodologie qui a été justement développée par Yves Pigneur et Alex Osterwalder, qui définit la proposition de valeur pertinente. C'est le Value Proposition Canvas ou la matrice de proposition de valeur, qui est un outil qui permet justement de définir le besoin en identifiant le client, son besoin, et surtout arriver avec une solution, mais très précise qui peut se résumer aussi dans un cahier de charges, répondant finalement aux besoins du bénéficiaire ou du client. Alors, pour conclure, j'ai une question à vous deux. C'est quoi vos messages clés que vous voulez partager aux innovateurs qui nous écoutent aujourd'hui? Vous voulez qu'ils partent avec quoi, Vincent? Alors,
quand on implique des patients et des familles, on implique non pas des gens qui ont uniquement des besoins, mais on implique aussi des personnes clés dans la chaîne de production de l'innovation, de la chaîne de production du soin et bien entendu de la chaîne de production de l'innovation. Donc c'est ça la différence des approches centrées sur des besoins et des approches en partenariat sur des savoirs. Ça, c'est vraiment l'idée clé. Les patients sont détenteurs de savoir. C'est l'enjeu principal actuellement dans le domaine du partenariat. Surtout quand il y a un manque de savoir. Surtout quand il y a un manque de savoir. Puis c'est des savoirs, encore une fois, c'est des savoirs c'est les seuls savoirs qui vont vous amener une vue systémique. Il n'y en a pas d'autres. Dans la santé, on est beaucoup en silo, pas parce qu'on a l'intention de l'être, c'est juste parce que c'est comme ça. On travaille en silo, il y a une répartition du travail qui est très comme une chaîne de montage, malheureusement, et on va avoir du mal à s'en sortir parce qu'il faut qu'on soit performant, il faut qu'on soit efficace. Deuxièmement, il y a une science. Utilisez-la. La science existe, les meilleures pratiques existent, on sait comment ça fonctionne. C'est très spécifique au milieu de la santé. Utilisez-la. On a 2 chaires de recherche ici au CHUM sur cette question-là. Un centre d'excellence, une équipe sur le terrain qui fonctionne très bien. Utilisez-la. Et surtout, je dirais la deuxième chose, le troisième élément, c'est les patients, les communautés. Engageons les communautés, c'est essentiel aujourd'hui. La crise Covid, j'espère qu'on ne l'oubliera pas. Ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens qui encore une fois sont sur le terrain, ont une connaissance incroyable sur le terrain et qui font en sorte qu'on se retrouve pas avec des patients au CHUM ici parce que eux ont réussi à prévenir un certain nombre de situations. Ils font partie aussi de cette chaîne-là. Moi, je me rappelle à l'époque SIDA où il y avait ces organismes communautaires qu'on a complètement abandonnés une fois qu'on a trouvé une forme de stabilité avec des traitements, puis beaucoup ont disparu. Alors, j'espère qu'on va pas répéter ça. Donc, c'est de l'engagement patient, l'engagement des familles, l'engagement des communautés et bien entendu les citoyens. L'hôpital est aussi s'inscrit dans une cité et ça, je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur au CHUM. Et donc, bien entendu, on doit multiplier les zones de dialogue avec les citoyens. Manaf, les messages clés de votre côté. Alors, je vous dirais, je dirais à ces innovateurs, à ces entrepreneurs, sortez de votre zone de confort, allez voir l'innovation dans d'autres secteurs. L'innovation démarre pas d'une solution, mais démarre d'un problème. Et faut pas forcément juste focaliser sur l'innovation technologique, mais aussi amener l'innovation, comme je disais, économique et d'impact. Et justement, s'ouvrir sur d'autres secteurs permet de voir qu'est-ce qui peut être importé comme processus, façon de faire, nouvelles, qui peuvent répondre à des problématiques dans des systèmes ou des organisations comme le système de la santé. Et je finirai par dire qu'il faut pas hésiter à mobiliser les ressources d'accompagnement et de formation. Je pense, en tant qu'entrepreneur innovateur, on continue d'apprendre, on apprend en observant, on apprend en regardant ce qui se fait ailleurs, mais je pense que l'apprentissage peut continuer à se faire par de l'accompagnement et de la formation, et dans ce cadre-là, il y a plusieurs services qui sont offerts. Vous avez une question relais à lancer à Laurent Simon puis André Falero. Quelle est-elle? Vincent. Alors, à Laurent, Simon, que j'apprécie énormément, dont je connais le travail, moi, une préoccupation que j'ai dans l'innovation en santé, c'est la question de la pertinence. Ça a été, tout à l'heure, je pense, ça a été abordé. Donc, moi, j'aimerais, parce qu'on a actuellement une génération d'innovation absolument démentielle, mais en même temps, on a des ressources limitées. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir faire des choix. Puis des choix, il faudrait quand même les faire relativement en amont. Je suis assez en faveur des approches disruptives, mais il y a des fois, quand je regarde les innovations, bon, il faut au début, on ne sait pas forcément à quoi elles servent, mais à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait une analyse de pertinence. Oui. Alors, moi, la question que j'ai, c'est comment on fait cette analyse de pertinence-là, et surtout comment on s'assure qu'effectivement, cette pertinence est définie notamment à partir d'un alignement sur l'évolution de la population, des citoyens, des patients, etc. Comment on s'assure de ça, alors qu'on sait que le monde de l'innovation a encore quand même un petit peu de difficulté à intégrer le public et les patients dans leur dispositif. Alors, question à Laurent. À Laurent. Et Manaf, la question pour Laurent ou André? Oui, alors moi je dirais que c'est une question qui va relier technologie justement et innovation, donc et économie. C'est comment opérer une approche basée sur la mobilisation de données massives. On le sait aujourd'hui que c'est accessible, mais dans une approche ou une philosophie patient-partenaire. Et en d'autres termes, comment faire des choix judicieux basés autant sur des données qui augmentent puis qui évoluent très vite. Comment aller identifier justement ces connaissances-là et les mettre à profit dans un système qui, lui,
aussi évolue très rapidement. Alors, merci beaucoup à vous deux pour cette matinée ensemble. La rencontre, cette rencontre-là, chers participants, va être disponible sur notre site Innovation, tant le podcast que la vidéo, que la facilitation graphique. On vous invite, je vous rappelle également que Innovaction va avoir lieu le 15, 16 et 17 juin, donc soyez au rendez-vous. Et notre prochaine rencontre, Innovation plus créativité, avec les 2 questions que nos conférenciers nous ont posées, Laurent posé aujourd'hui, le 20 avril à 7h30, avec Laurent Simon, qui est professeur titulaire et co-directeur du pôle Mosaïque HEC Montréal, et André Falero, chargé de programme Arts médiatiques, Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, au plaisir de vous retrouver le 20 avril à 7h30. Bonne journée à toutes et à tous. C'était un balado Innovaction.